Gobessiat marquait l'aboutissement d'un processus non son commencement. C'était un jalon, un symbole. C'était le fruit de leur travail, le résultat de leur accumulation réunie en un seul lieu. Dans le sud-est de la Turquie se trouve Göbekli, un site vieux de 1200 ans, plus ancien que Stonehenge, et les pyramides souvent considérées comme le berceau de la civilisation. Mais à ce jour, il s'agit du plus ancien temple d'une telle complexité jamais découvert. Pendant des décennies, les archéologues ont cru qu'il avait été entièrement mis au jour. Une récente fouille a remis en question cette idée. Les archéologues ont en effet découvert un espace scellé sous le tumulus, ne présentant aucune trace d'effondrement naturel. Incroyable, ce site comprend 13 étages qui s'enfoncent profondément dans le sol, avec des puits de ventilation et 15 petites conduits qui acheminent l'air jusqu'aux niveaux les plus profonds. Lorsqu'ils l'ont finalement ouvert, ils n'y ont trouvé ni outils, ni offrandes, ni sépulture. Ce qu'ils ont découvert ne correspondait à aucune catégorie humaine connue du monde antique. Les archéologues refusent d'abandonner Göbekli Tepe. Un petit groupe d'archéologues chevronnés n'a jamais été pleinement satisfait de la manière dont Göbekli avait été étudié. Ce groupe, composé de chercheurs de longue date profondément impliqués dans les travaux sur le site, avait passé plus de 10 ans à étudier Göbekli, à lire les rapports de fouilles, à parcourir le plateau saison après saison, et à le comparer à d'autres sites du néolithique ancien du sud-est de la Turquie, d'après leurs collègues. Ce groupe était connu pour sa connaissance quasi obsessionnelle du tumulus. Il pouvait de mémoire repérer les incohérences des cartes anciennes. Il se souvenait des zones fouillées rapidement et de celles restées intactes. C'est là que leurs doutes ont commencé. Dans leurs publications et leurs notes de recherche privées, les archéologues sont revenus à maintes reprises sur cette même question. Göbekli Tepe était considéré comme un site uniquement visible en surface. La plupart des fouilles se concentraient sur les enceintes apparentes, les piliers en forme de T et les reliefs sculptés. Ces découvertes, bien qu'extraordinaires, ont aussi engendré une compréhension réductrice du site. Selon certains témoignages, l'équipe pensait que cette focalisation avait créé un angle mort. Ils estimaient qu'un lieu capable d'une telle planification et d'un tel effort ne se limitait probablement pas à ce qui était visible au-dessus du sol. Avec le temps, cette conviction s'est muée en une idée de travail partagé au sein de l'équipe. Ils suggéraient que Göbekli n'avait pas seulement été construit verticalement, mais aussi vers l'intérieur. Certains pensaient que des parties du site avaient été intentionnellement dissimulées, soit scellées lors de leur utilisation, soit laissées enfouies dès le départ. Cette hypothèse n'était pas présentée comme un fait avéré. Lors d'entretien, elle était décrite comme une possibilité non résolue. Les archéologues ont relevé des lacunes inhabituelles dans les zones de fouilles et des portions de roche-mère cartographiées, mais jamais entièrement étudiées. D'après certains membres de l'équipe, la frustration grandissait au fil des campagnes de fouilles sans que ces zones ne soient explorées. Finalement, les discussions ont débouché sur des actions concrètes. Plutôt que de se précipiter sur des fouilles, l'équipe a opté pour une approche prudente. Elle a constitué un petit groupe de recherche spécialisé dans les méthodes non invasives. Ce groupe comprenait des géophysiciens et des spécialistes en topographie ayant déjà travaillé sur d'autres sites patrimoniaux sensibles. Leur objectif était limité et précis: explorer le sous-sol calcaire sans le perturber. Selon les propositions internes, il ne s'agissait pas de prouver une théorie, mais de déterminer si des cavités inexplorées pouvaient exister. Obtenir l'approbation n'a pas été chose facile. Göbekli est un site fortement protégé et les décisions relatives aux fouilles y sont étroitement surveillées. Après des mois d'examen, l'autorisation a été accordée uniquement pour l'imagerie du sous-sol. Aucun creusement n'était autorisé. Aucune pierre ne pouvait être extraite, seule l'imagerie était permise. L'équipe fut autorisée à examiner des parties du tumulus peu étudiées lors des campagnes précédentes, notamment les zones éloignées des enceintes principales et plus proches des bords naturels du substratum rocheux. L'autorisation obtenue et les zones d'étude délimitées. L'attention se porta sur l'investigation directe, délaissant les soupçons de longue date. Si quelque chose avait été délibérément dissimulé sous Göbekli Tepe, la prochaine étape ne consisterait plus à spéculer, mais à examiner attentivement le sous-sol lui-même. Une irrégularité se dessinait sous le calcaire. Les travaux de balayage commencèrent discrètement. Aucun creusement, aucun bruit, aucune perturbation visible du site. Les archéologues s'appuyaient entièrement sur un géoradar se déplaçant lentement sur des portions du plateau calcaire longtemps considérées comme sans particularité. D'après les rapports de l'équipe d'exploration, ces zones ont été choisies précisément
parce qu'elles se situaient en dehors des célèbres cercles de pierre. Il s'agissait de régions que la plupart des chercheurs avaient négligées pendant des années. Ce choix allait bientôt avoir des conséquences. Dans un premier temps, les analyses ont confirmé toutes les attentes. Calcaire dense substratum rocheux solide, relevé uniforme, ne laissant rien présager d'intéressant sous la surface. L'équipe documentait minutieusement chaque passage, enregistrant la profondeur, la densité et la réponse du signal. Un sentiment de frustration sourde commençait à s'installer. Certains membres de l'équipe ont admis plus tard craindre que les analyses ne confirment ce que les critiques affirmaient depuis des années. Le gisement de Göbekli avait déjà livré tout son potentiel, puis un scan a rompu le schéma. D'après les premières mesures, une zone proche du bord du monticule présentait une anomalie dans le signal. D'abord subtil, il s'agissait d'une légère baisse de densité, du nombre là où la roche aurait dû se trouver. L'équipe a interrompu les mesures et recalibré l'équipement. Supposant une interférence ou une erreur technique, elle a relancé le balayage. L'irrégularité persistait. Au fil des passages suivants, la forme a commencé à se dessiner. Il ne s'agissait ni d'une fissure naturelle ni d'une poche de terre meuble. L'anomalie présentait des limites nettes. Sa profondeur restait constante d'une mesure à l'autre, la situant bien en dessous de la surface, mais pas suffisamment profonde pour suggérer une faille géologique. Selon les géophysiciens, l'érosion naturelle ne crée pas d'espèces de ce type dans le calcaire sans dommage visible en surface. Or, aucun dommage n'était présent. L'emplacement de l'anomalie renforçait l'inquiétude. Elle se situait à l'écart des enclos principaux, plus près du bord rocheux du tumulus. Elle ne correspondait à aucune fosse de stockage connue datant de périodes ultérieures et ne ressemblait pas à des puits funéraires. Documentés ailleurs dans la région, les puits funéraires, lorsqu'ils existent, sont généralement étroits et verticaux. Cet espace semblait plus large et plus exigu. D'après les notes internes, cette structure ne correspondait à aucune catégorie connue de l'équipe. Pour écarter toute coïncidence, des relevés ont été effectués sous différents angles. Chaque fois, le résultat était identique, une cavité creuse présentant une structure interne. Les données suggéraient la présence de parois plutôt que de pierres brutes. La forme semblait close et non ouverte comme une cavité naturelle. Plusieurs membres de l'équipe ont décrit plus tard l'atmosphère de ce moment comme tendue. Il ne s'agissait plus d'une anomalie technique, mais d'un espace intentionnel. L'analyse des données a révélé une autre évidence. Cette partie de Göbekli n'avait pas été négligée par hasard. Des cartes de fouilles antérieures indiquaient que la zone était marquée, mais jamais ouverte. Selon certains chercheurs, cela soulevait une possibilité troublante. Les équipes précédentes auraient pu remarquer des signes de présence à cet endroit, mais auraient choisi de ne pas approfondir la question, ou n'auraient pas disposé des moyens de l'explorer en toute sécurité. Il est devenu évident que la numérisation seule ne permettait pas de déterminer la nature de cette espèce. À un moment donné, il faudrait examiner directement le sol situé au-dessus, lors des travaux de surface. L'enquête qui a débuté au point d'entrée identifié a de nouveau pris un tournant différent. La disposition des pierres ne correspondait pas au schéma d'effondrement. La densité des matériaux était uniforme et délibérée. Il ne s'agissait pas d'érosion, c'était le plafond, ce qui signifiait que tout ce qui se trouvait en dessous avait été scellé intentionnellement. Personne ne s'attendait à cette entrée scellée. Dès que les travaux de surface commencèrent au-dessus de l'anomalie, leur progression ralentit immédiatement. Les archéologues n'avaient plus affaire à des données abstraites sur un écran. Ils travaillaient désormais directement sur la pierre. Le dégagement minutieux des matériaux recouvrant la roche révéla quelque chose qu'aucune des cartes précédentes ne leur avait préparé. Une étroite ouverture, taillée à même le socle calcaire. Trop étroite pour un accès facile, elle ne ressemblait en rien à l'entrée d'une grotte ordinaire. D'après les notes de fouille, ces bords étaient nets et réguliers, présentant des marques d'outils plutôt que des traces de cassure naturelle. Il ne s'agissait pas d'une fissure apparue avec le temps, mais d'une entrée déjà creusée. Ce qui a immédiatement stoppé l'équipe, c'est ce qui bloquait l'entrée. L'ouverture était remplie d'une substance noire et dense, qui ne ressemblait ni à la terre locale ni à des débris calcaires, ni à aucun dépôt naturel connu de la région. Sa couleur et sa texture étaient uniformes. La substance était fermement pressée contre l'ouverture dans la pierre.
Il n'y avait ni interstice, ni bord saillant, ni traces de déplacement au fil du temps. D'après les rapports de l'équipe de fouille, ce matériau semblait avoir été placé là et non pas être tombé. Certains membres ont décrit un moment de malaise en réalisant qu'il ne s'agissait pas simplement d'une entrée bouchée, mais d'une entrée scellée. Un examen plus approfondi n'a fait qu'accroître leur inquiétude. Le matériau noir ne présentait aucune trace d'altération. Il n'y avait ni fissure due à la chaleur, ni érosion due à l'eau, ni signe d'affaissement sous la pression exercée par le dessus. Cela laissait supposer que le joint était resté stable pendant une période extrêmement longue. D'après les premières évaluations, il semblait avoir parfaitement rempli sa fonction. Maintenir l'entrée fermée. À ce stade, l'équipe a interrompu tous les travaux sur le terrain et s'est consacrée à la documentation. De petits échantillons du matériau du plafond ont été prélevés dans des conditions contrôlées et envoyés au laboratoire pour analyse. D'après les premiers résultats d'analyse, la substance n'était pas un matériau unique, mais un composite. L'analyse aurait révélé des traces de fumier mélangées à des cendres et à des liants organiques. Cette combinaison a immédiatement attiré l'attention. Le batumen était connu dans l'Antiquité, mais son utilisation sur un site aussi ancien que Göbekli soulevait de sérieuses questions. Mélangé à des cendres et à des matières organiques. Ce mélange durcissait avec le temps, devenant imperméable à l'eau et à l'air. Selon certains chercheurs, ce type de composé était fréquemment utilisé pour l'imperméabilisation, la conservation ou l'isolation dans des contextes antiques plus récents. Sa présence ici suggérait une planification et des connaissances techniques bien supérieures à ce que le hasard aurait pu expliquer. Ce qui troublait le plus l'équipe était l'intention. Il ne s'agissait pas d'un simple joint. D'après des discussions internes, le mélange semblait conçu pour durer. Certains archéologues pensent qu'il a été spécifiquement conçu pour empêcher toute intrusion. Des témoignages non vérifiés provenant du site font état de vifs débats quant à la raison d'un tel investissement pour sceller un espace qui n'a jamais été destiné à un usage quotidien. Selon certaines interprétations, le joint était destiné à protéger son contenu. D'autres pensent qu'il était destiné à le contenir. Les récits locaux ont ajouté une dimension supplémentaire à ces interrogations. D'après les habitants connaissant bien le site, cette partie de Göbekli avait longtemps été évitée lors des travaux précédents. Aucune raison officielle n'a cependant jamais été consignée. Bien que ces récits restent à vérifier, ils ont contribué à renforcer l'idée que cette entrée était différente de tout ce qui avait été découvert jusqu'alors sur le site. À ce stade, les archéologues savaient que l'ouverture du sceau ne se résumerait pas à une simple fouille. La moindre erreur risquait d'endommager ce qui se trouvait derrière ou de détruire les preuves de la construction du sceau lui-même. Il fut donc décidé de procéder avec précaution, en documentant chaque couche et chaque modification. Selon certains témoignages, des membres de l'équipe ont exprimé leur inquiétude quant à ce qu'ils allaient mettre au jour. D'autres ressentaient un sentiment d'urgence. Ce qui se trouvait au-delà de cette entrée avait été délibérément protégé pendant près de 12 ans, et la franchir changerait le cours de toute l'enquête. À l'intérieur de cette grotte qui n'avait jamais été conçue pour l'homme, une fois le sceau brisé, les archéologues furent frappés par l'étroitesse de l'espace. L'entrée descendait en pente douce vers un passage étroit creusé directement dans la roche. Les déplacements étaient lents et contrôlés. Une seule personne pouvait passer à la fois. D'après les témoignages de l'équipe, la descente semblait délibérée, comme si la grotte avait été conçue pour susciter l'hésitation. Ce n'était pas un lieu propice au groupe, au rassemblement ou au passage fréquent. Plus ils avançaient, plus ce qui les frappait, ce n'était pas ce qu'ils trouvaient, mais ce qu'ils ne trouvaient pas. Aucun signe de vie, ni suie sur les parois, ni cendres au sol, aucun outil. Selon les archéologues présents sur place, même les abris temporaires de cette époque laissent généralement des traces de feu ou de nourriture. Ici, l'absence était totale. La grotte ne portait aucune trace de présence humaine, même prolongée. Les parois offraient un l'indice suivant. Des marques d'outils étaient visibles, mais elles étaient maîtrisées et délibérées. Les entailles étaient régulières, suggérant un façonnage soigné plutôt qu'une excavation hâtive. D'après les spécialistes de la pierre, ce type de travail exige de la planification et du temps. Il ne s'agit pas de la manière dont on creuse des espaces destinés à un accès rapide ou à une utilisation d'urgence. Ce passage a été façonné lentement et intentionnellement, à plusieurs endroits. La surface calcaire avait été lissée à la main, non pas polie à des fins décoratives, mais entretenue, selon les rapports. Cela suggère que la grotte avait été visitée à plusieurs reprises avant d'être scellée. Pourtant, malgré ces passages, aucune trace d'usure liée à une présence humaine ou à des rassemblements rituels n'a été relevée.
Certains chercheurs pensent que cet entretien visait la préservation de la grotte, et non le confort des visiteurs. Ce qui a le plus intrigué l'équipe, c'est la manière dont la grotte régulait les déplacements. Le passage se rétrécissait à certains endroits, obligeant les gens à se tourner de côté ou à baisser la tête. Selon certains archéologues, cela semblait intentionnel. La grotte n'invitait pas à entrer. Elle en interdisait l'accès. Progresser exigeait concentration et effort. Quelques membres de l'équipe ont admis plus tard un certain malaise, tout en précisant que cette réaction était émotionnelle et non fondée sur des preuves. Selon des témoignages locaux non vérifiés, cette partie du tumulus était évitée depuis longtemps, sans qu'aucun document officiel n'en explique la raison. Bien que ces affirmations ne puissent être confirmées, elles corroboraient l'impression grandissante au sein de l'équipe. Cette grotte n'était pas faite pour que l'on y vive, s'y rassemble, ou y revienne librement. Puis le passage s'interrompit. Les trois couloirs s'ouvrirent sur un espace plus vaste et l'atmosphère changea. Ce qui se trouvait devant eux ne ressemblait en rien à ce que les archéologues s'attendaient à trouver sous Göbekli. Le chemin s'achevait délibérément. La grande salle ne contenait ni objets, ni sculptures, ni marques, évoquant une cérémonie ou un usage quotidien. L'attention se porta alors sur un élément taillé directement dans le sol de pierre. Un escalier descendait plus profondément dans la grotte. Étroit mais précis chaque marche, d'une hauteur et d'une largeur uniforme, était soigneusement sculptée plutôt que grossièrement. Une grotte dotée d'un ancien escalier a été découverte en Turquie. Des spéléologues exploraient des grottes abandonnées en Turquie. D'après les rapports de fouilles, cet escalier n'était ni construit à la hâte, ni destiné à un accès temporaire. Il témoignait d'une planification. En examinant les marches de plus près, un autre détail a attiré l'attention, leur surface était lisse et usée. Il ne s'agissait ni d'érosion hydrique ni de mouvement naturel de la pierre, selon certains archéologues. Cette usure était caractéristique d'un usage humain répété. Avant que la grotte ne soit scellée, ces marches avaient été empruntées à maintes reprises. Cette constatation changea immédiatement la donne. Un escalier utilisé de façon répétée suggère une finalité, une intention délibérée. Il n'y avait ni porte, ni interstice, ni joint visible qui laissait présager une ouverture. Juste une surface de pierre plate bloquant tout passage. D'après les rapports du site, c'est à ce moment précis que la confusion s'installa. Les escaliers sont construits pour atteindre un but. Dans tous les contextes connus, ils mènent à un autre niveau une pièce ou une sortie. Celui-ci s'arrêtait net, sans explication. Les archéologues commencèrent à débattre de ce qu'ils observaient. Un groupe pensait que le mur avait été construit intentionnellement dès le départ. Selon cette hypothèse, l'escalier était conçu pour contrôler les déplacements. Les usagers étaient censés descendre les marches, atteindre le mur et s'arrêter. Cette interprétation concorde avec les pratiques connues du néolithique précéramique du sud-est de la Turquie, où l'accès à certains espaces était limité et strictement contrôlé. Certains chercheurs ont suggéré que l'escalier servait de limite plutôt que de passage. D'autres ont contesté cette hypothèse. Un autre groupe de chercheurs pensait que le mur ne faisait peut-être pas partie du plan initial, selon cette interprétation. L'escalier menait autrefois à une ouverture qui a été scellée ultérieurement. Dans ce cas précis, le mur représentait une seconde phase de construction, une fermeture délibérée ajoutée après la mise en service de l'escalier. Des comptes rendus non vérifiés de discussions internes faisaient état de désaccords quant à savoir si le mur présentait des signes d'ajout ultérieurs ou s'il avait été sculpté en même temps que les marches. Une troisième hypothèse s'intéressait moins à la structure qu'au comportement. Certains membres de l'équipe ont avancé que l'usure des marches suggérait des descentes répétées sans franchir le mur. Il est possible que les personnes aient descendu l'escalier en sachant qu'elles ne franchiraient pas le mur. Selon cette perspective, le simple fait de s'approcher et de s'arrêter aurait pu constituer une finalité en soi. Cette idée rejoint certaines pratiques néolithiques de la région, où les actions répétées revêtaient une signification même en l'absence de résultats concrets. Afin de trancher le débat, l'équipe a eu recours à l'imagerie. Des scans non invasifs ont permis d'examiner le mur de pierre. Les résultats ont de nouveau modifié la donne. Derrière le mur, le scan a révélé un espace clos bien défini, une chambre. Pourquoi pénètre-t-il dans cette grotte et crée-t-il cet espace incroyablement organisé? D'après une première analyse, il ne s'agissait pas d'une cavité naturelle. Ses limites étaient maintes clairement définies. Dès lors, l'escalier ne paraissait plus inutile. Il menait directement à un espace délibérément scellé. Ouvrir le mur revenait à pénétrer dans cet espace que les constructeurs avaient manifestement cherché à rendre inaccessible. Et ce qui se trouvait au-delà était précisément ce que l'escalier avait été conçu pour approcher sans jamais permettre à quiconque d'y accéder. Ce que les constructeurs ne voulaient absolument pas.
L'ouverture du mur fut donc traitée comme une opération contrôlée. D'après les rapports de fouilles, les pierres ont été retirées une à une et leur position a été documentée avant d'être déplacée. L'équipe n'a pas considéré le mur comme un obstacle, mais comme un élément du site. Sa construction témoignait d'une planification, d'un effort et d'une volonté de pérennité. Ce qui se trouvait derrière avait été intentionnellement scellé. Derrière le mur se trouvait une petite chambre. Complètement close, elle était creusée directement dans la roche. Il n'y avait ni ouverture latérale, ni marque, ni aucun aménagement permettant d'y accéder ou de l'utiliser. La pièce était trop petite pour qu'on puisse y entrer librement ou y rester longtemps. D'après les mesures prises sur place, l'espace semblait conçu pour isoler ce qui s'y trouvait. Au centre de la chambre gisaient plusieurs crânes. Il n'y avait ni corps entier ni squelette, ni autre reste, seulement des crânes disposés ensemble selon une disposition délibérée. Ils n'étaient ni éparpillés, ni empilés. Leur espacement et leur alignement excluaient tout risque d'effondrement, de perturbation ou de hasard. D'après l'équipe de fouille, il ne s'agissait pas de débris, mais d'une mise en place délibérée. Les crânes ne ressemblaient pas à des crânes humains normaux. Leur forme était immédiatement troublante. Chaque crâne présentait une déformation extrême. Les proportions étaient anormales. Le crâne s'étendait vers l'arrière, bien au-delà des variations naturelles observées. D'après les anthropologues physiques consultés lors des fouilles, cette déformation n'était pas due à la pression du sol ou des pierres. Elle était symétrique et uniforme sur tous les spécimens. Ce type de déformation ne se produit que du vivant de l'individu. C'est à ce moment que l'inquiétude s'est muée en alarme. Les archéologues ont alors évoqué la possibilité d'une déformation crânienne. Cette pratique connue dans certaines cultures anciennes consiste à modeler délibérément la tête d'un enfant à l'aide de bandelettes ou de supports rigides durant sa petite enfance. Quelques jours seulement après la naissance, ils enveloppaient étroitement la tête du bébé dans un tissu et la pressaient entre deux planches de bois. D'après les spécialistes, la forme des crânes trouvés dans la chambre était compatible avec une ligature intentionnelle. Cependant, l'ancienneté du site rend cette hypothèse profondément troublante. Des preuves aussi claires de modifications aussi extrêmes à une époque aussi reculée sont rares et font l'objet de vives controverses. Plus inquiétant encore que la forme des crânes était le contexte. Aucun corps n'était associé à eux, aucune trace de sépulture, aucune offrande, aucun marqueur d'identité. D'après les archéologues présents sur place, les pratiques funéraires néolithiques de la région préservent presque toujours le caractère individuel du corps, même lorsque le crâne est mis en valeur. Le crâne fait généralement partie intégrante du corps. Il est exposé, visité à nouveau ou honoré. Là, ils furent séparés, isolés et mis sous scellé. Ce fut le moment où le langage changea. Dans la documentation interne, l'équipe cessa de parler d'individus humains. Désormais, la découverte fut qualifiée de non humaine. Des experts précisèrent par la suite que cela ne signifiait pas une espèce différente, mais que les crânes ne correspondaient plus à aucune catégorie connue pour définir un être humain en archéologie néolithique. L'altération extrême, le détachement des corps et l'isolement délibéré les dépouillèrent de leur identité humaine. Plusieurs interprétations furent débattues. Certains chercheurs suggérèrent que les crânes représentaient une transformation, où des individus étaient modifiés pour devenir autre chose. D'autres proposèrent l'hypothèse d'un confinement, où des êtres transformés étaient mis sous scellés séparés de la communauté vivante. D'après des informations non vérifiées, certains membres de l'équipe ont avancé que l'objectif aurait pu être d'éliminer l'humanité elle-même par la modification et l'isolement. Des comparaisons ont été faites avec les pratiques crâniennes d'autres sites anciens liés à Gobekli. Cependant, selon les experts, ces exemples témoignent encore de soins d'accès ou de souvenirs. Ce n'était pas le cas ici. La chambre a été scellée et abandonnée. Personne n'y est revenu. L'architecture a conforté cette conclusion. Les tombes sont faites pour être accessibles. Cet espace a été fermé définitivement. Selon certains archéologues, cela suggère la peur ou le contrôle, et non le respect. La grotte n'était pas un lieu de sépulture. C'était une frontière. Une fois la documentation achevée, l'équipe a été confrontée à une question que l'archéologie pose rarement ouvertement. Si ces crânes ont été altérés au point de ne plus être considérés comme humains, selon les critères de l'époque, que représentaient-ils? Et pourquoi tant d'efforts ont-ils été déployés pour guider les gens vers cette chambre, pour ensuite s'assurer que personne ne puisse jamais y accéder à nouveau? Qu'est-ce que cela change concernant Gobekli et les premières civilisations? Pendant de nombreuses années, Gobekli a été décrit comme un lieu de rassemblement rituel.
un endroit où les premières communautés se réunissaient pour accomplir des cérémonies et renforcer leurs liens sociaux. Gokhale n'est pas qu'un simple temple. C'est le témoin d'une espèce à l'aube d'une transformation. La découverte de la grotte scellée impose une autre conclusion. Gokhale n'était pas seulement un lieu de rassemblement, mais aussi un lieu de contrôle. La grotte révèle que ces bâtisseurs savaient comment en restreindre l'accès et limiter les connaissances. Ils créèrent des chemins qui guidaient les gens puis les arrêtaient. Ils scellèrent des espaces de façon permanente. Ce n'était ni par souci d'esthétique, ni par commodité, mais pour préserver une entité distincte de la communauté vivante. Cela modifie notre compréhension des premiers systèmes de croyance. La croyance ne se limitait pas au culte ou au partage de sens. Elle servait aussi à gérer la peur de la mort, la peur du changement et la peur de ce qui était perçu comme dangereux ou instable. Les efforts déployés pour sceller la grotte montrent que ces craintes étaient prises au sérieux. Les cônes à l'intérieur de la chambre indiquent que l'identité humaine n'était pas figée. Une personne pouvait être altérée et traitée comme n'étant plus pleinement humaine. Une fois ce statut remis en cause, elle pouvait être isolée et mise à l'écart. Il ne s'agissait pas d'une violence aléatoire, mais d'une action régie par des règles et des décisions prises par le groupe. Cela signifie que la croyance fonctionnait déjà comme un outil. Elle façonnait les comportements, définissait les limites et imposait l'ordre. Les gens apprenaient où ils pouvaient aller et ce qui leur était interdit. La caverne leur enseignait ces règles sans mots. C'est pourquoi la civilisation ne s'est peut-être pas développée uniquement grâce à la coopération et au travail partagé. Elle a probablement aussi prospéré grâce à la peur et au contrôle. Les premières sociétés ont appris que la gestion des croyances pouvait souder les groupes et prévenir les troubles. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.